Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, les pêcheurs des... Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Et voilà. Alors on va aborder un sujet que certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà, peut-être, mais un sujet assez passionnant en fait. Je vais me mettre là. Qui est donc les interactions existantes entre les chansons françaises et les chansons juives, notamment traditionnelles. Et c'est pas un phénomène nouveau finalement, c'est-à-dire que depuis aussi longtemps qu'on trouve trace d'une présence juive en France, et même peut-être déjà dans la Gaule antique, on trouve des points de rencontre entre les communautés juives et leur environnement. Donc ces échanges se situent bien sûr au niveau du langage avec les judéolangues. Je crois que ce sera le sujet d'une grande partie de cette première édition de Campus en musique, que je remercie de m'avoir invité. Merci Roselyne Bourla. Et donc, échange au niveau des langues, donc avec la création de tous ces judéo-langues, le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, enfin, etc., etc. De la cuisine, bien sûr, et ça, c'est pas négligeable, mais aussi de la musique. Et c'est notamment donc, dans ces domaines qu'on voit bien ces échanges qui ont toujours existé, qui montrent que finalement, ces communautés juives ne vivaient pas en vase clos, les juifs ne vivaient pas en vase clos, mais avaient des échanges avec leurs voisins, qui parlaient la langue de Monsieur Tout-le-Monde, qui chantaient les chansons de Monsieur Tout-le-Monde. Ils avaient bien sûr des particularités qui leur étaient propres, une religion, des rituels, mais pour le reste, au niveau donc de la cuisine et au niveau notamment donc de la musique, ils partageaient avec leurs voisins beaucoup d'intérêt pour finalement les chansons à la mode, on verra. Et la mode a toujours évolué. C'est ainsi que parmi les traces les plus anciennes qui nous sont parvenues, parce que comme vous le savez, le problème quand on parle de musique, c'est qu'on n'a pas d'enregistrement avant quasiment la fin du 19e siècle. Monsieur Edison n'est passé par là qu'en 1877. La notation musicale est également très tardive. Les chrétiens notent la musique très tôt, dès le 11-12e siècle, les juifs très tard. Pour eux, tout relève de la tradition orale avant toute chose. On est dans une société traditionnelle, donc les choses se transmettent par tradition orale. Il n'y a que la Torah qui est écrite et auquel il ne faut toucher en aucun cas. Mais on trouve toutefois, dès le XIIIe siècle, quelques chansons juives françaises qui nous sont parvenues. Alors notamment deux chansons d'un trouvère qui habitait donc dans le nord, si vous voulez, au nord de la Loire. En gros, on sépare les trouvères, c'est le nord de la Loire, les troubadours, c'est au sud de la Loire. Alors, les trouvères, ce sont des poètes, avant toute chose, qui écrivent des chansons. Il ne faut pas les confondre avec les jongleurs, qui eux sont les musiciens, ou avec toute autre forme de musicien ménestrel et tout. Ces trouvères, parmi eux, il y a un trouvère qui est juif, en tout cas qui l'était, puisqu'on l'appelle Maillot le Juif, il est clairement désigné. Maillot le Juif, vous trouvez ici sur cette diapositive un chansonnier donc, qui date du XIIIe ou du XIVe siècle, dans lequel on a conservé deux chansons de Maillot le Juif. Alors c'est écrit un peu petit, mais ici on peut voir, alors on ne voit pas Maillot et dessous le Juif, mais c'est le Juif. Et dans ces deux chansons justement, il nous explique qu'il a abandonné sa religion, le juif, pour l'amour d'une belle chrétienne. Vous voyez que ces histoires remontent à longtemps. Et malheureusement, la dame n'a pas été sensible à ce sacrifice, et donc il a écrit ces deux chansons pour pleurer cet amour malheureux. Et c'est comme ça qu'on sait que Maillot était juif. Donc Maillot écrivait, comme tous les autres trouvères, dans le style de son époque, des chansons. On a également des chants de mariage, des poésies religieuses qu'on appelle des piotimes,
très intéressante qui alterne la langue d'Oïl et l'hébreu. Ça, c'est un phénomène assez constant en fait dans la poésie, poésie liturgique juive, les chants poétiques. C'est qu'on a souvent une alternance donc de l'hébreu avec la judéo-langue. Donc ça peut être alternance de l'hébreu avec du yiddish, alternance de l'hébreu avec du comtadin si c'est dans le comtat venessin, ou avec de la langue d'Oïl, etc., etc. Ou avec de l'arabe, bien sûr. Ça, vous le verrez tout au long de cette conférence. Et puisqu'on a parlé du comtat venessin, on a quelques traces également au XVIIIe siècle de quelques chansons qui nous sont parvenues, notamment des poésies religieuses de circoncision, puisque c'est dans ces circonstances bien particulières qu'on peut composer et qu'on compose des chansons. On est dans ce qu'on appelle la paraliturgie, c'est pas de la liturgie pure, donc on a le droit d'y toucher. Si vous voulez, c'est le cycle de la vie. En gros, il y a le cycle de l'année avec les fêtes juives qui viennent rythmer l'année, et vous avez le cycle de la vie avec la naissance, bien sûr la circoncision, la bar mitzvah, le mariage, et puis la mort. Donc, pour ces différentes circonstances, on peut écrire des textes nouveaux, et les juifs ne s'en sont pas privés. Donc, on va entendre, en fait, je vous ai fait une sorte de petit montage de 3 exemples musicaux qui montrent que, donc, dès le XIIIe siècle, on a déjà ces mélanges de langues, ces alternances de langues, ces influences entre chansons juives et chansons françaises qui sont parfaitement intégrées. Donc le premier exemple, Maillot le juif, pour autrui mauvrais mon chant. Le deuxième exemple, donc c'est un chant de mariage du XIIIe siècle. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir la traduction. D'ailleurs, ça fait partie dans les disques que l'Institut européen des musiques juives produit et vend. Il y a toujours un livret très conséquent avec toutes les traductions. Et vous verrez que c'est pas piqué des hannetons, si vous me permettez cette expression, puisque c'est des chants plus ou moins paillards. C'est sans aucun équivoque. Voilà, la belle appelle son preux chevalier à venir tout de suite lui montrer ses armes, et elle lui dit, vas-y, mon beau chevalier, fais ton office, ôte mon pucelage, et compagnie, et compagnie. Alors tout ça dans un mélange de langue d'Oïl et d'hébreu. Et puis le dernier, c'est donc du comtat venessin qui mélange cette fois-ci la langue d'oc et l'hébreu, enfin ce qu'on appelle le judéo-comtadin, parce que c'est une langue d'oc avec des termes spécifiquement donc, propres aux juifs. Et là, c'est donc circoncision, et là aussi il y a des choses assez rigolotes si on écoute les paroles. Voilà, on va écouter donc cet enchaînement de 3 chansons. Pardon, excusez-moi. Je voulais juste monter le son, mais là, excusez-moi, je vais... Donc, on y va, je recommence. Excusez-moi. On entendait bien. Ah, c'était bon. Je pensais que ça se jouait. Je vais prendre les diapos. Ah, voilà. Donc on y va.
voilà donc excusez-moi, trois donc brefs exemples de chants entre le XIIIe et le XVIIIe siècle qui montrent bien finalement l'intégration des Juifs à leur milieu et comment se propagent donc tout simplement ces chansons qu'on appelle parfois des chansons farcies, puisque comme vous l'avez entendu, on a souvent un vers en français ou en ancien français, dans la langue en tout cas environnante, et un vers en hébreu. Et tout ça rimé bien sûr. Alors, des traces, on en a comme ça quelques-unes, pas beaucoup malheureusement, et comme je l'ai dit, il faut attendre surtout donc, le 19e et le 19e pour voir les premières notations musicales, et encore s'agit-il avant tout plutôt d'air liturgique, pas tellement de notation de chansons. C'est comme ça, malheureusement, qu'on sait qu'en Alsace-Lorraine, il y avait une tradition de chansons très importante, dont on a aujourd'hui très peu de traces, puisque ça n'a pas été noté, et très peu enregistré. Et les enregistrements, donc, qui arrivent fin 19e, début 20e siècle, et là, encore une fois, c'est plutôt des musiques soit savantes ou des musiques arrangées qu'on enregistre, mais pas forcément des musiques chantées par Monsieur Tout-le-Monde. Il faudra attendre en fait les premières expéditions ethnographiques du début du XXe siècle. Je pense aux expéditions ethnographiques du baron Günzburg, qui va donc dépêcher partout en Russie, et pas qu'en Russie, en Lituanie et ailleurs, des musicologues qui vont partir avec du matériel pour enregistrer sur des cylindres donc des traces de ces traditions, de la tradition des shtetl, qui sont malheureusement en train de mourir. Vous avez senti, et c'est en fait un sujet assez intéressant, c'est la naissance déjà ils essayent de créer une musique juive savante, mais ça c'est un autre sujet. Alors, il faut vraiment attendre en fait finalement quand même le XXe siècle et peut-être les années 20 et un peu au-delà, avec donc la diffusion de plus en plus importante des disques, des premiers disques, pas seulement des cylindres, la création de la radio, des émissions radiophoniques, et la multiplication des structures culturelles proposant donc du théâtre, comme le théâtre yiddish dans lequel il y a beaucoup de musique, des cafés chantants, des cabarets, pour qu'enfin apparaisse et se développe donc une chanson qui va au contact de son milieu environnant absorber, intégrer donc des éléments musicaux à sa propre teneur. Et donc en France, on a un fort mouvement démographique, comme vous le savez, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, entre à peu près donc 1880, c'est la première arrivée, donc l'arrivée massive de juifs originaires principalement d'Europe centrale et orientale, surtout Russie, Pologne, suite aux pogroms qui sévissent. Et puis aussi du Maghreb et de l'Empire ottoman qui arrive au tournant du XXe siècle, beaucoup. Et puis enfin, entre les deux guerres, également beaucoup de réfugiés. Et puis après la guerre, les Juifs d'Afrique du Nord qui arrivent par centaines de milliers. En gros, on compte 300 000 Juifs yiddishophones, arabophones ou encore judéo-espagnols qui arrivent entre 1920 et 1967. Donc c'est énorme. Et ça va donc contribuer à un développement sans précédent d'une chanson juive qui va progressivement se teinter d'accent français. Alors, on a parlé des structures, des lieux de diffusion, et Paris est à ce niveau-là, c'est la ville phare. C'est là où il y aura évidemment le plus de juifs qui vont arriver, c'est la ville lumière, n'oubliez pas, Paris brille de mille feux, et on sait qu'à Paris, on voit des dizaines de théâtres, de cafés, de cabarets, de salles de spectacle et autres lieux de diffusion où l'on peut entendre le chant de ces émigrés juifs, donc des chansons yiddish, des chansons arabes, et dans une moindre mesure des chansons judéo-espagnoles. On le voit ici, les lieux où on trouve ça, beaucoup d'activités donc culturelles se situent justement ici, autour de la place de la République. On y trouve bien sûr les théâtres yiddish comme le théâtre de la République qui s'appelle aussi le théâtre Lancry, qui était 10 rue de Lancry, le théâtre de l'Entrepôt qui était 23 rue Yves Toudic, et des cabarets, plusieurs cabarets comme la Riviera, le cabaret de Bernard Potok et de Dave Cash, qui était rue Saint-Martin, le Rabibi Club de Zygmunt Berland,
qui s'appelait avant le Petit Rancho, qui est au 5 rue de Metz, le cabaret Dancing le Zodiac, boulevard Bonne Nouvelle. Vous voyez que tout ceci se situe dans un rayon relativement proche de la place de la République à Paris. Donc on est en plein dans le lieu, le berceau historique, donc vous allez pouvoir entendre ces chansons et avoir une pensée pour tous ceux qui l'ont entendu in vivo il y a maintenant 90 ans, 80-90 ans, dans les années 20, les années 30, etc. Et puis au tournant des années 60, Dave Cash, dont on a parlé, et dont on entendra parler encore longuement demain, puisque c'était quand même un sacré monsieur de la chanson, il ouvre le cabaret Bagatelle, au 29 rue de Clichy, pas très loin du Casino de Paris, et un autre cabaret quelques années plus tard à Pigalle. Et puisqu'on parle des artistes, voilà quelques artistes de cabaret yiddish. Donc Yitzhak Chalutkovski, d'Ibn Barour, c'est son nom de scène, qui a francisé son nom par la suite en Jacques Chalude, et qui lui aussi a finalement fait sa carrière, tout d'abord, c'est assez amusant, une partie de sa carrière dans les années 50 dans les cabarets ici pas loin, et qui a fini à peu près dans les années 70, à peine plus loin, à la synagogue Notre-Dame de Nazareth, où il était chazan, où il était chantre. Vous voyez, du cabaret à la synagogue, il n'y a qu'un seul pas à franchir, et en fait c'était dans le même quartier, donc il n'a pas eu besoin de changer ses habitudes, il pouvait aller au même café toujours, avant ou après. Dave Cash. Alors, quelques photos, encore une fois je passe assez rapidement puisque demain je vous invite à 18h, je crois que c'est 18h45 à venir écouter cette conférence justement sur la musique des cabarets yiddish dans le Paris d'après-guerre qui va être passionnante avec des images, enfin il y a un film et des sons. Alors vous voyez c'est un vrai cabaret, hein. Il y a on peut manger autour, il y a des musiciens, un orchestre et puis il y a le... Ça diffuse pas. Ah ça diffuse pas, mais alors zut alors comment ça se fait? Je vais reprendre le diaporama. Alors moi, sur mon ordinateur, ça diffuse. Mais pas sur le vôtre. Bon, ben c'est pas grave, je reprends là. Oui, parce qu'en fait, on est resté sur cette Ah oui, sur s'il y ce avait slide. d'autres images. on a Ouais, pas vu. ben je comprends pas pourquoi ça diffuse pas. Bon, ben voilà. C'est live du technique live. Laurent, il est Diaporama, non. Attendez, je reprends. À partir de ça. Ça, c'est toujours les mêmes problèmes avec les PowerPoint. Charlotte qui dit encore quelque chose. J'aurais pas dû toucher au son. Vous savez quoi, je vais le refermer. L'ouvrir, mais ça prend un peu de temps. Attendez. À diaporama, on va relancer à partir du début. Ouais, il est bloqué. Bizarre. Bon, je suis désolé, je vais être obligé de... Oui, non, mais je vais le relancer. Je vais le relancer. Je relance. Sinon, aujourd'hui, ça montrait. Comment ça en fait, on peut l'avancer. Là, c'est bon. Ah, d'accord. Oui, là c'est bon, sauf que je voudrais accéder à ma clé USB. Et que là-dessus, je sais pas où elle est. C'est bon dans recherche. Dans recherche. Ah, C'est pour ça, mais en fait, il avance. Toshiba. Où est-ce qu'il est mon Toshiba? Non, c'est pas Toshiba, c'est pas ça. Une seconde. Comment, Roselyne, comment on fait pour accéder à ma clé dans ce Ah, tu vas sur ordinateur. ordinateur? Fichier. Attends, parce que ça c'est... Non, mais c'est pas évident. Moi j'ai encore Windows 7. Ce PC, peut-être. Là. Est-ce que j'apparais là? Ah, peut-être ça va apparaître ici. Ah oui. C'est USB machin. Toshiba. Voilà. Et voilà, bah, je vais avancer. Merci. Et on va avancer. J'espère que ça va marcher. Ah. Donc on va repartir en diaporama. Donc là c'est bon. Et maintenant j'avance. Tac.
Voilà. Ça, voilà. Donc là, vous avez une affiche du Rabidi Club, donc avec Zygmunt Berland. Ici, donc, Ben Barou. Ryan, Ben Barou. Ben Barou. Oh. T'as pris la chasse, C'est oui, Encore. il est juif. Bah oui, tout à fait. On en parlera demain. T'as la Lorette. Parce que demain, on aura la chance d'avoir son petit-neveu qui sera présent parmi nous, David Winter, et voilà. T'es son petit neveu. Oui. Des caches. Donc là, voilà. Son nom d'origine à Dave Cash, Bah, il vous dira tout ça c'était demain. Slonimski. Oui, c'est ça. Ouais. Comment ça s'appelait? Slonimski. Cache, c'est plus Comme la facile. ville de Slonim C'est Ouais. plus facile, cache. en Ukraine du Nord. Voilà, son cabaret donc à Pigalle. Vous voyez que c'était quand même un cabaret qui était assez grand. Hein. Ah oui, oui. C'était assez énorme. Cache, il a pris des bouts de cachère. Ah, c'était ça, Cabaret. Cachère. Ça va être comme ça chez vous Cache ce soir. Voilà. On a pris des bouts de cachère. Alors, et puis on va faire un tour aussi, parce qu'il n'y avait pas que des cabarets yiddish quand même, il y avait aussi des cabarets orientaux, qui étaient plutôt situés dans le quartier latin. Au soleil d'Alger. Ryan. Voilà, vous aviez donc le Soleil d'Algérie, El Djezaïr, Et on était en quelle année là? et ben là on est dans les années 30 à peu près. Ah Oh ouais. là là. Et puis après guerre aussi. Ça Alors- commence dans les années 30. Ah oui, c'est près, incroyable. Donc le Tam Tam, et puis voilà, un ensemble oriental avec Youssef Hajesh, qui était un des grands compositeurs de la chanson orientale, qui a écrit des tubes pour plein de... Au violon. Voilà. Violoncelle. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ces cabarets, que ce soit les cabarets orientaux, yiddish ou autres, et beaucoup de cabarets russes, parce que là, enfin, on en parlera, que vont naître et se développer donc une chanson qui va puiser à la fois ses racines dans le yiddish et sa culture, mais aussi dans la chanson française. Donc il va y avoir des interactions extrêmement créatives qui vont donner naissance à un nouveau répertoire. Et c'est cette interaction créative, comme je l'ai intitulé au début de ma conférence, que je souhaiterais explorer avec vous, montrer comment fonctionnent ces échanges, dans quel sens, est-ce qu'il y a un sens ou est-ce que c'est dans les deux sens, et finalement les différentes possibilités qui vont exister donc pour ces artistes ou compositeurs juifs de s'adapter à leur nouvel environnement. Parce que, évidemment, la problématique, c'est que dans ces cabarets ou dans ces cafés, il n'y a pas que des yiddishophones, il y a aussi des gens qui viennent il y a les Français, etc. Et donc, il faut satisfaire autant le public, je dirais, des immigrés, le public, que le public autochtone. Donc, il faut arriver à cumuler, à adapter le répertoire pour le mettre au goût du jour. Et c'est ainsi que la chanson française, le jazz et ses dérivés, les rythmes latins, les mélopées orientales, s'introduisent en force dans les chansons de l'époque, donc juste avant-guerre et juste après-guerre. Et les artistes, auteurs et compositeurs juifs donc, vont être contraints à cette adaptation, mais ils vont le faire non pas de manière contrainte, mais en fait finalement de manière très jouissive, je dirais presque, parce que harmonieuse, parce que ça va développer et enrichir considérablement leur répertoire. Donc c'est cette rencontre, cette interaction créative entre chansons françaises et chansons juives qu'on va étudier en illustrant donc notre propos par de nombreux exemples sonores. Et donc la première chose qu'on peut dire, c'est que donc depuis les années 20, traduction, adaptation et création sont vraiment les trois procédés qui régissent les rapports entre chansons juives et chansons françaises. Et pour cela, on va établir ce que j'appelle une typologie, c'est-à-dire décrire un peu la façon d'adapter, voir comment, en fait, il y a trois grandes possibilités que je vais énumérer rapidement. Comment une chanson, finalement, on passe d'une chanson française vers une chanson d'une judéo-langue, yiddish, arabe ou judéo-espagnol, etc. Ou l'inverse, comment, à partir d'une chanson yiddish, on va la traduire vers le français. Ça, c'est souvent une traduction, une adaptation. On verra qu'il y a un deuxième cas de figure où on a des chansons où les langues se mélangent, un peu sur le modèle de ce qu'on a vu avec les poésies religieuses du XIIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Alors, ce ne sera pas forcément un vers en français et un vers dans une judéo-langue. Et puis, on va aboutir à une troisième catégorie qui est un peu plus complexe,
où on va avoir de la création de nouvelles chansons, le plus souvent en français, mais dont les paroles évoquent absolument sans conteste un univers juif. Alors on va donc voir ces trois catégories et écouter à chaque fois donc, des exemples musicaux. Donc dans le premier cas de figure, traduction et adaptation d'une chanson existante dans une version monolingue, c'est-à-dire dans une version d'une seule langue. Et en général, ça concerne la première génération d'immigrés. C'est-à-dire que l'artiste qui arrive de sa Pologne, de sa Russie, d'Algérie ou d'ailleurs, au bout d'un moment, il entend les chansons françaises, et de Turquie bien sûr, il va reprendre donc cette chanson française et la traduire plus ou moins fidèlement en yiddish, ou en arabe, ou en judéo-espagnol. On va écouter un exemple bien connu, je ne vous dis pas de quelle chanson, et c'est Def Cash toujours. Gewesen noch frei. Wir sind gegangen, spazieren zusammen. Die Sonne hat gescheint noch viel stärker wie heim. Einfach die Blätter verwelkte von Bäumen. Mein Herz euch verwelkt, denn sie weint, denn sie schreit. Sie fahren die Blätter verwelkte von Bäumen. Und ich bin allein, nur mit meiner Traurigkeit. Der Wind juckt die Blätter mit sich mit. In der schwarze vergessene Nacht. Nur das Lied vergessen kann ich nicht. Was die hast vor mir ausgebracht. Das ist das Lied von deiner Liebe. Das ist keine Liebe, ein Ungewehr. Ich hör das Lied in alle Stühle. Door die allein kan ich nicht sehen. Voilà, un extrait donc, du début de la chanson, vous avez reconnu l'air bien sûr, il s'agit du célèbre air des Feuilles mortes, chanté par beaucoup d'interprètes, notamment popularisé par Yves Montand, mais il y a eu d'autres interprètes avant bien entendu. Un air mondialement connu, d'ailleurs cet air figure dans le coffret que nous avons édité sur la musique des cabarets yiddish d'après-guerre et on a eu un souci pour obtenir les droits d'insérer cette chanson puisque c'était extrêmement protégé par la SACEM notamment et l'éditeur ne savait pas qu'il existait une version yiddish de cette chanson donc il a été content de la rajouter aux multiples traductions. Oui, ou alors Juste une phrase. Allez-y une phrase et puis on se garde peut-être un échange en fin de séance si vous voulez bien. C'est juste pour faire remarquer que l'adaptation yiddish est très libre. Oui, oui, tout à fait. Enfin, elle est conforme à l'esprit de la chanson, mais avec des termes, avec des propos qui ne sont pas calqués forcément sur la version originale. C'est pour ça qu'on parle de traduction et adaptation, puisque l'idée c'est de garder aussi une structure rimée, donc forcément on est obligé, comme dans les poésies religieuses, on est obligé d'adapter, on ne peut pas traduire mot à mot, littéralement, c'est pas possible. Mais et puis c'est des images qui parlent, qui sont qui parlent à l'intime. À l'univers... en yiddish, je veux dire. Tout à fait. C'est pas une transposition mot à mot. Tout à fait. C'est bien Prévert qui a écrit Les Feuilles mortes c'est Prévert sur une musique de Cosma. Ah voilà. Joseph Cosma. Donc c'est pour ça qu'on parle bien de traduction et adaptation d'une chanson existant dans une version où il n'y a qu'une seule langue ici. Alors on a l'équivalent évidemment dans le monde aussi oriental, c'est pour ça que je vous ai amené un autre exemple avec Lili Bonich qui reprend en 1956
la fameuse chanson Bambino, qui a été popularisée par Dalida. C'est pas Dalida d'ailleurs qui l'a créée au départ, c'était une chanson destinée à Gloria Lasso, mais elle a été enregistrée par Dalida pour la première fois, qui a démarré en fait, qui a eu sa carrière avec cette chanson. Il y a eu plus de 300 000 exemplaires vendus de cette chanson. Et Lily Bonich la reprend quelques temps après, et vous allez entendre ce qu'il en fait, c'est intéressant, et on est un peu dans le même cas de figure. وتظهر حزين مشغول البال شافك النوم ذات حياتك والأمال وحدك محطة تمشي في الشارع والجوال وكل نهار تنظر الشباك كحالة النار وانت في حبها مغروم طبعا انت ملوم لكن الحب يا مغروم صعيب وانت ما تقدر Voilà, donc là, on a le pendant de la chanson en yiddish de Dave Cash sur Bambino. Mais à noter que le contraire, comme je l'ai dit, ça marche dans les deux sens, et c'était également possible. C'est-à-dire qu'on a une artiste française comme Renée Lebas, qui était juive aussi, mais qui interprète donc vraiment une chanson juive, elle en a fait plusieurs, en l'adaptant en français, quitte à en réécrire, comme on a dit, complètement les paroles, puisqu'il y a toujours une adaptation. Il s'agit de la fameuse chanson qui lui a aussi conféré beaucoup de succès, Tire l'aiguille, que vous connaissez certainement, sur l'air de Tanz Tanz Hitler, où ça c'est la mélodie instrumentale, ou des Rebe Od Geessen Freiler sein, ou Joschke Joschke, en fait, etc. Et qu'elle a chanté notamment lors d'un enregistrement de 1954 à Pleyel. On va l'écouter tout de suite. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Demain, demain tu te maries, mon ami. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent les fleurs, faites de paillettes, de diamants. Le diadème d'oranger, porte bonheur. Et entre les mains de ta maman. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 laï. Tire l'aiguille, ma fille. La chambre est couverte de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis sans de la gueule joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance et verse ton verre. Ta maman, sans dire un mot, achève de plier ton trousseau. Ton papa saura demain, après le mal, qu'un mariage coûte bien du mal. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Alors je suis obligé de couper, mais comme ça vous rechercherez les chansons. On les trouve beaucoup aussi sur internet, sur YouTube et tout. Renée Lebas qui a écrit également une chanson qui s'appelle Mamie, qui reprend Ma Yiddish Mame. Garde l'espérance et sur l'air de la Tikva. Et à chaque fois, donc, n'hésitez pas à aller voir Renée Lebas, une grande chanteuse. Et ce qui est amusant, c'est que Tire l'aiguille a été un très très grand succès. Donc c'est extrait d'un air klezmer ou d'une chanson yiddish, mais c'est pas du tout les mêmes paroles. Et on m'a dit que cette chanson Tire l'aiguille avait été retraduite en yiddish. Donc vous voyez l'aller-retour, ça vient d'une chanson yiddish qu'on a pris, on l'adapte, on en donne une nouvelle vision en français. Et puis par la suite, ça inspire des artistes qui vont retraduire la chanson yiddish, la chanson française qui a été déjà adaptée, pour la retraduire en yiddish. Donc c'est des allers-retours constants, ça c'est très très intéressant comme phénomène en fait. Donc vous voyez que dans ce cas de figure, très simple, traduction et adaptation, le passage interculturel se fait donc au niveau
Des paroles principalement, la musique reste la même, mais donc c'est des paroles qui sont traduites ou adaptées d'une langue vers une autre. Ça, c'est donc notre premier cas de figure. Deuxième cas donc de figure, deuxième cas de la typologie, on va traduire et adapter une chanson existante dans une version, cette fois-ci, comme je l'ai dit, bilingue, voire multilingue, en alternant notamment le français et le yiddish ou l'arabe ou le judéo-espagnol, etc., etc. Ou le turc. Le turc, toujours le turc, mais je ne vous oublie pas, ça va venir. Non, parce qu'il y a une chanson comme ça. Qui... Oui. Alors on va peut-être l'entendre, il y a plusieurs chansons, mais si vous en connaissez, ça m'intéresse aussi. C'est ça, vous l'avez en oui, voilà, on va l'entendre. Je suis content, je vais pas sécher. Pardon. Alors, on va donc entendre un premier exemple absolument, je trouve formidable, c'est la chanson de Louisa Tounsia. Donc Louisa Tounsia, comme son nom l'indique, venait de Tunisie. Et elle chante en 1935, hein, c'est quand même ancien, Chérie combien je t'aime. En fait, c'est sur l'air de Je cherche après Titine, je cherche après Titine. C'est une chanson humoristique de 1917 qui a été écrite par, comme a indiqué, Bertal Maubon et Henri Lemonnier, sur une musique de Léo Daniderf. Une chanson qui a beaucoup plu d'ailleurs aux Américains qui étaient en 1917 aux côtés des Alliés pendant la guerre de 14-18, si bien que cette chanson française va faire un tabac, va traverser l'Atlantique, les soldats américains la reprennent, elle arrive aux États-Unis, et elle est très connue aux États-Unis, à tel point d'ailleurs que, si vous vous souvenez, Charlie Chaplin, dans les temps modernes, l'utilise dans la fameuse scène justement du café du cabaret. On lui demande de chanter, et il se met à chanter cette chanson dont il ne se rappelle malheureusement pas les paroles. Il avait mis des antisèches dans ses manches, et comme elle s'envole, alors il improvise cette fameuse scène qui est restée inoubliable. Alors on va l'entendre dans une version très différente de celle de Charlie Chaplin, donc une version orientale par Louisa Tounsia. Donc le versant oriental. Alors, le contraire également peut être vrai, c'est-à-dire qu'on a un artiste français qui reprend une chanson juive connue en conservant le refrain notamment yiddish, mais qui traduit les couplets en français. Et là, je vais vous faire entendre cette chanson que vous connaissez certainement, Baimir Bizdouche. Alors, Shine, c'est écrit comme ça, chanté par Léo Marjan en 1938, c'est enregistré en 1938. Léo Marjan a chanté d'autres chansons inspirées également des chansons juives. C'est assez étonnant, elle n'a pas eu une conduite très exemplaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment été accusée un peu de collaboration, en tout cas elle a chanté devant des nazis, elle a été blanchie un peu par la suite, mais ça n'empêchait pas de chanter avant-guerre donc plusieurs chansons juives. Et là on va entendre donc la version, alors arrangée encore une fois au bout de l'époque, vous sentirez l'influence du jazz qui est présent,
dans cette version de Bei mir bist du schön, donc chantée par Léo Marjan. C'est une femme. C'est une femme. Donc sur la musique de Shalom Segunda, bien sûr. Mais ouais, c'est en français. Sauf le refrain. Depuis qu'un soir, dans un coin de France, j'ai vu dans l'ombre vos yeux immenses. Mon cœur est plein de folle espérance et je pense à vous le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même. Et pour vous dire que je vous aime, je ne sais pas de plus beau poème que cette phrase de mon pays. Bei mir bist du schön, cela signifie peut-être pour moi plus que la vie. Bei mir bist du schön, me dire en amour, chérie, je suis à vous pour toujours. J'aurais voulu pourtant vous dire tout en français, mais j'ai le cœur battant et c'est en vain que j'essaie. Si vous comprenez, bei mir bist du schön, non, dites-moi, vous m'aimez. Là, on est vraiment dans la chanson française. La façon de chanter, c'est typiquement français. Mais le thème, vous l'avez reconnu, le refrain, c'est totalement inspiré. Enfin, c'est plus qu'inspiré. Là, on est dans le passage donc d'une artiste française qui n'a rien de juif, qui n'est pas juif, qui reprend une chanson juive. Donc, dans le sens opposé. Donc, vous voyez que ça circule bien dans les deux sens, quand même, cet échange entre chanson juive et chanson française. C'est intéressant parce que ce cas de figure donc, de traduction et d'adaptation d'une chanson existante dans cette version multilingue, on va en entendre une version, alors la version tant attendue par monsieur Felchara, c'est aussi connu sur le thème de la chanson Üsküdar, qui est un quartier d'Istanbul. Alors c'est une chanson qui a été reprise dans toute la... tous les Balkans et chaque peuple revendique cette chanson comme étant la sienne. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur le sujet qui montre les bagarres entre les Bosniaques, les Serbes en disant c'est notre chanson, etc. Bon, revendiquer la paternité. Voilà, la paternité de cette chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est carrément dans du multilinguisme parce que c'est un mélange de judéo-espagnol, de français, d'anglais, d'italien, d'arabe, qui en fait est assez symptomatique de l'Empire ottoman. Puisque dans l'Empire ottoman, c'est une multitude de nationalités différentes qui se côtoient, qui vivent ensemble, chacune ayant conservé son identité. Et donc ça se retrouve dans cette chanson. Et ça montre une chose, c'est que c'est vraiment intéressant, c'est que ces chansons multilingues ou bilingues favorisent vraiment la médiation culturelle entre le milieu originel donc, de l'artiste et la société dans laquelle il vit. Et c'est donc une chanson, cette chanson multilingue, c'est donc à la fois un espace de revendication identitaire, mais à la fois la preuve d'une intégration réussie. Donc on va entendre ce... La signorina aux yeux noirs, come la luna était la sua faccia qui éclairait le boulevard. Come la luna était la sua faccia qui éclairait le boulevard. Volevo parlasciata letni, because her father was a lagar, il con suo ombrella en réponse à mon bonsoir, y con sombrella d'Arabeni, en réponse à mon bonsoir. Perché mai dirti brabini, quando io te amo ti
Alors le thème de C'est une cette... chanson turque, c'est ça? Oui, c'est une chanson turque. Enfin, Üsküdar, c'est un quartier d'Istanbul. Voilà, donc... et cette chanson, évidemment, a été popularisée dans le monde entier. On la connaît aussi sous d'autres noms. Hein. C'est pas que Üsküdar ou Felchara, Misirlou, Terkin America, par... vous voyez, ça a circulé un peu partout. Eartha Kitt. Comment? La chanteuse américaine Eartha Kitt qui l'a reprise aussi. Ah oui, oui. Là, c'est un gros tube, en fait. Oui. C'est un peu Oui. Les Stambouliotes la considèrent un peu comme la chanson nationale quoi, de leur ville. Et là, vous voyez que là, ça passe vraiment d'une langue très rapide à l'autre. Hein. C'est parfois 2-3 mots et puis on passe à une autre langue, etc. Donc la chanson vraiment multilingue. Parlons de la troisième catégorie. Donc la troisième catégorie qui est donc la création d'une chanson en une ou plusieurs langues qui s'appuie sur un vécu juif. Et là, on est déjà un petit peu plus loin, on est déjà au niveau de la deuxième génération d'émigrés, voire la troisième génération d'émigrés. L'intégration s'est faite, on n'oublie pas sa culture originelle, ses parents parlent encore le yiddish, l'arabe, le judo-espagnol, etc., etc., mais on vit pleinement son identité française, on est à l'écoute de son temps, et donc on va créer des nouvelles chansons, mais qui vont faire le pont entre les chansons juives et les chansons françaises. Alors, ça, bien sûr, en s'inspirant des modes musicaux, c'est-à-dire que lorsqu'on est justement dans les années 20, c'est le jazz, un peu plus tard, il y a la mode aussi des musiques latines. Quand on écoute la musique des cabarets dans les années juste après-guerre, il y a toujours le jazz, mais il y a aussi le tango, il y a le boogie-woogie, bon, il y a la rumba, etc., etc. Et c'est intéressant parce que dans cette dernière posture, l'artiste bascule donc d'une musique traditionnelle à une musique patrimoniale. Il y a quand même un changement de statut, c'est-à-dire une musique déconnectée de son contexte de production originelle, mais reliée par la mélodie ou par les paroles à ses racines juives. Et là encore, on a 3 sous-catégories. Donc première sous-catégorie, la création d'une chanson qui mêle français et judéo-langue. Alors l'exemple pour le yiddish que j'ai pris, c'est donc Jacques Robert, que vous avez certainement connu, qui chantait dans les années 2000 un rap, enfin en tout cas il l'appelait rap, c'est presque plus qu'aujourd'hui on appellerait du slam, mais très mélangé de jazz aussi, qui s'appelle Rab Zir Oif. Es ist am Meidl gekommen zu gehen, en Moletam en Molechai. Ois gibt mei gut mir a Wort, mir vergliedert auf Nacht. Ois gibt Frauen mir a Blick, mir verbinden mit a Strick. Ziegig fallet mir die Hand, mir verkissen. Unaschande hat sich heut, wenn wir mich mögen. C'était plus doux que le dos d'une biche. Oh, ce qui gave mir 2 Klappen, c'était plus dur que le temps d'une guerre. Vliegen galosje zweven wielen en die kent sans mélodie. Draait door de kop met die amiel, met fusil pas que je m'appelle. Schlemmier, mon laatste gooi. Ben weer met de laatste gooi. Cette chanson est dans le coffret là Alors cette chanson elle est dans un autre disque qu'on a publié qui s'appelle Jacques Robert, chanson yiddish d'hier et d'aujourd'hui, avec toute l'évocation de la carrière de Jacques Robert et toutes les chansons de Jacques Robert qu'on a réunies à partir des enregistrements de Catherine Grobert. C'est un jeu de mots entre rap et rap. Oui, ouais, tout à fait, il y a plein de jeux de mots derrière évidemment. Oui, il n'y a que des jeux de mots. Ouais. Alors, autre exemple, cette fois-ci dans le domaine oriental, qui est très lié à la nostalgie, c'est 1962, Lynn Monty, Ma guitare et mon pays, ça a été chanté aussi par Enrico Macias et par d'autres encore. Donc c'est la nostalgie des Juifs, qui est noirs qui arrivent en France, qui ont perdu le soleil d'Algérie, justement le fameux soleil comme le cabaret, et qui vont donc à travers Lynn Monty trouver une voix, mélangeant donc l'arabe et le français, et qui va donc créer ces chansons, ces nouvelles chansons,
à la fois pour les nostalgiques de l'Algérie ou d'autres pays d'Afrique du Nord, et en même temps qui est une preuve d'intégration à la société française. Et mon cœur sombre d'ennui, le chemin qui nous sépare, tout à coup sera aussi, quand le snob parle de ma guitare, viens me parler d'Algérie. Alors un peu dans la même veine, un autre artiste qui s'appelle Stayfi, qui est encore en vie aujourd'hui, hein, je vous encourage à aller voir sur son site internet. Il a eu beaucoup de succès à l'époque, mais c'était juste avant le 62, et il avait monté un groupe complètement factice qui s'appelait Stayfi et c'est Mustapha. On va le regarder d'ailleurs sur internet, parce que ça vaut le coup de le voir. Et lui, il a écrit à la fois des chansons qui relèvent de cette catégorie de création, mais aussi des chansons qui relèvent de la seconde catégorie, à savoir la traduction et l'adaptation d'une chanson existante. Il reprend notamment la chanson donc Chérie je t'aime, mais il va l'adapter complètement et mélanger les langues. Donc on va le voir là pour le coup. Alors j'ose à peine toucher à mon PowerPoint, j'espère que ça va marcher encore après. Je vous montre parce que c'est tellement à la fois kitsch et amusant, ça vaut le coup de voir. Ah, là voilà, ça marche pas. Bon, oui, mais moi je voudrais bien. Alors, comment passer oui. Il n'y a pas un lien sous Chérie je t'aime? Si, mais bon, on va essayer. C'est plus compliqué que ça. Oui. Ah. C'est tout le problème des... Alors, on va essayer ça. Chérie, je t'aime à partir d'ici. C'est distraillant en même temps. C'est pas si simple. Ok, diaporama. Passer d'un port à oui. Non, ça va pas aller là. Bon, je vous le montre à la fin, je vous fais entendre peut-être le... Si ça marche. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa et Bordeaux. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa et Bordeaux. Ya Mustafa, ya Mustafa, أنا بحبك يا مصطفى. 7 سنين في العطارين، دوتينا شي مارسينا. تعال يا مصطفى يا ابن السرحان، جيت تعمير عجمي ولف على الجيران. لما يجي كيكو كيكو يشرب على كيكو كيكو، لما يجي كيكو كيكو يشرب على كيكو كيكو. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى. 7 سنين في العطارين، دلوقتي هنا شي مارسينا. Alors ce
si on a le temps, en bonus, je vous donnerai à la fin de la conférence. Déjà Donc, quoi, chanter Chanter à minute 10. non, chanter, ça veut dire c'est simplement le son qui diminue, c'est tout. Ça, je n'en ai pas. Au lieu de la couper, Voilà. Oui, c'est simplement pour dire que c'est minute. Donc, vous avez d'autres cas de figure, évidemment. Il y a Liboniche qui chante Alger, il y a Blonblon aussi qui chante El Banco. Enfin, il y a énormément d'artistes de cette époque qui sont dans ce cas également. Deuxième sous-catégorie, donc, dans cette création de nouvelles chansons, c'est la création d'une chanson juive qui est basée sur un vécu français. Et on a donc le chanteur de cabaret, Richard Inger, qui va écrire en 1953 une chanson qui s'appelle « Ma petite maison de la rue des Rosiers ». Donc c'est une création, et on va l'entendre de suite, et vous voyez comment on peut donc créer une nouvelle chanson juive. Écoutez bien les paroles pour ceux qui le comprennent, mais je pense que vous êtes nombreux. Alles ist gigantisch, wie groß und wie breit. Millionen von Menschen haben sich mit dir schön gefreut. In Teus der lichte Glanz, wie prächtig bist du schön. Dein Stolz der Ureifel, dein Fluss ist der See. Hart wie du warm, hat Tempo geschwind, wie muss der Mensch bleibt drin Wind. In doch denk ich nur, mein Herz geht mir aus. Fahre zu mein alten Ischais. Ma petite maison dans la rue des Rosiers. Wenn ich der Mann sehe, tut mein Herz mir weh. Wenn ich mit Leuten, mit Blatt frei, klatschen in die Hände. Du schönes Leuima Pater. La vie de Rosier. Wat schweig ich bin in Chule, ihr See. A Liebe, das in der Augen zu hat vielen Sachen. A Schabes dir in Schulen. Donc une belle chanson de Richard Inger, Ma petite maison de la rue des Rosiers. Donc, qui clôture cette deuxième sous-catégorie. Donc on a vu qu'on pouvait avoir donc la création d'une chanson donc, qui mêle le français et une des juifs de langue, la création d'une chanson juive qui est basée sur un vécu français, et la troisième sous-catégorie, c'est cette fois-ci la création d'une chanson qui est entièrement et intégralement française, mais basée sur un vécu juif. Et ça, pour ça, on va retrouver des interprètes qui sont, que vous connaissez, notamment Régine, qui en 1972 chante une très belle chanson qui s'appelle Le Chandelier, sur une musique d'Émile Stern et des paroles d'Eddie Marnet. Et vous allez reconnaître sans problème. Donc l'ambiance, le chandelier, c'est quoi? C'est le chandelier de Shabbat, c'est l'odeur du pain. Enfin, je vous laisse l'écouter de suite. Les Amandes vous évoque aussi d'autres chansons, bien sûr. On va écouter une chanson de Georges Moustaki, très connue également,
la fameuse chanson sur les mères juives qu'il a écrite à la fin de sa vie. Et là aussi, en 2005. Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais les vitamines. Couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus le vent, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive, les mères juives. Je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives, les mères juives. Je t'ai acheté 2 cravates. Tu as mis la bleue avec tes pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre? Elle ne te plaît pas. Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessives, les mères juives. Alors il continue comme ça jusqu'à 80 ans, donc j'avais pas le temps de vous passer toute la chanson. Ce qui est beau, c'est qu'à 80 ans, évidemment, sa mère juive n'est plus là, et donc elle dit que toute ma vie, elle m'a couvé, mais elle me manque maintenant qu'elle est plus là, etc., etc. Donc écoutez la chanson, une très belle chanson. Un interprète dont le judaïsme est peut-être plus éloigné, mais qui est Jean-Jacques Goldman, lui aussi reprend dans ses chansons des thèmes quand même, une thématique juive, dans la chanson Comme toi, qui date de 1982. Il évoque le destin de Sarah, elle s'appelait Sarah, vous la connaissez cette chanson magnifique. Je me souvenais pas Toutes les écoles ont chanté cette chanson Voilà. au moment de la pose des plaques. Complètement. Donc elle s'appelait Sarah 1982, Sarah c'est la Anne Frank, si vous voulez, en quelque sorte. La fin de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Comme toi. On va finir avec encore en musique orientale quand même, un interprète, Maurice Almedioni, âgé aujourd'hui mais je pense encore en vie, qui a chanté en 2006 Oran Oran. Encore une fois, c'est une création dans un mélange de langues. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette ouverture vers les musiques du monde aussi,
c'est plus simplement les chansons juives avec les chansons françaises, c'est le mélange, c'est le monde comme un petit village, c'est la fusion, c'est la bonne musique. On écoute donc Maurice Amidoni, Oran, Oran. C'est avec le mélange de musique. Tu as assisté à ma naissance. Dans le terme, j'ai passé mon enfance. C'était pas Biarritz, il y avait rue d'Austerlitz, la rue de Wagram et la place d'Armand. Je n'avais jamais pris de vacances. Je ne connaissais même pas la France, sauf sur une carte. C'était pas de la date, il fallait des flouches, pas des carmouches. Oh, 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 et je n'oublierai pas. Moi aussi, je pense à toi. Oh, 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 et on se reverra. Et toujours on s'aimera. Et toujours on s'aimera. Vous voyez que pour parler d'amour, on peut le faire dans toutes les langues du monde. Et avec les chansons juives et ce mélange qu'on a entendu, ces interactions avec les chansons françaises, on a essayé là ce soir, j'ai essayé de dresser donc une espèce de typologie, montrer les différentes possibilités d'interaction, d'adaptation, de traduction, de création. Mais c'est toujours une typologie est toujours imparfaite par nature, d'autant plus que finalement chacun des procédés énumérés n'est pas exclusif des autres. Il est en effet rare qu'un artiste se cantonne à une seule des trois possibilités, à savoir traduction et adaptation, multilinguisme ou création d'une chanson à thématique juive. La plupart des interprètes ont chanté des chansons parfois en français, parfois en arabe ou en yiddish, et souvent dans un mélange des deux. Je pense notamment à Jacques Robert, dont on a entendu le Rapsi Reuf dans la chanson yiddish, Blond Blond, Lili et Boniche, et bien d'autres interprètes de la chanson franc-arabe. Tout dépend finalement du degré d'intégration de l'artiste à la société française, ainsi que, ne l'oubliez pas, c'est très important, le contexte d'exécution de ces chansons, qui peut être à usage intracommunautaire, c'est-à-dire pour des mariages, des bar mitzvahs, les cabarets yiddish, les orientaux, ça dépend du public auquel on s'adresse, ou extra-communautaire, concerts dans les salles de spectacle, enregistrement phonographique, je pense aux chansons de René Lebas et à toutes ces autres chansons qu'on a entendues là, et bien sûr de Goldman, Moustaki, Régine et bien d'autres. Voilà, c'était un bref tour du monde en chanson, mais qui, je pense, peut ouvrir cette première édition de Campus en musique. Donc, je vous remercie pour votre audition et vous souhaite une bonne Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit viens me chanter une chanson. Quand je t'ai vu